Joe, à toi. Alors, c'est dans la suite de ce qu'on a déjà fait sur la partie juridique. Je ne sais pas si on me voit ou moi je vois Jean-Christophe avec le beau palmier et les vagues. On te voit. On te voit, on te voit. Ça marche. C'est celui Donc, qui parle qu'on voit. pour aujourd'hui, d'abord, ce qu'on va faire, c'est à la fin reprendre de nouvelles questions, parce que je sais que vous êtes plusieurs à en avoir. Et on a déjà les réponses qui ont été formatées à vos questions qui ont été posées depuis la dernière session, auxquelles on a déjà des réponses. On va vous montrer le document un peu plus tard donc, dans cette séance. On va commencer. Donc, on a toujours, aujourd'hui, on a en tout cas 3 avocats. Je ne sais pas si Frédéric Cohen pourra nous rejoindre en cours de route. Mais on aura Pierre Chicha qui va commencer par faire un petit résumé de la situation, notamment sur les ordonnances qui viennent de passer, qui sont en cours, on va dire, d'analyse pour les comprendre et pouvoir vous restituer ce qu'il y a dedans, ce que ça va changer. On a avec nous Geoffroy De Vries qui va vous faire un update aussi sur l'état du paiement des loyers et les nouvelles directives sur le report notamment des assemblées générales, etc. Et puis Anan qui va vous donner une réponse assez spécifique, autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui, sur le statut des indépendants et des gérants au régime TNS. Plus sur les questions que vous avez posées. On ouvrira une séance questions, éventuellement quelques réponses immédiates, plutôt des conseils que des réponses, on va dire, officielles encore. Et on va essayer de tenir ça en à peu près 45 minutes pour voir si après il y a encore besoin de prolonger. Et on va reprogrammer, bien sûr, une autre session pour la semaine prochaine. Donc, en premier, je passe la parole à Pierre. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. On a eu une réunion en début de semaine, de mémoire, sur tous les dispositifs en place. Entre-temps, la loi d'urgence est passée avec un certain nombre de dispositions. Elle a été promulguée de mémoire le 24 mars. Il se trouve que cette loi d'urgence, elle prévoyait que beaucoup de dispositions qui étaient à son article 11 seraient validées ou seraient explicitées par ordonnance. Les 27 ordonnances, il y a 27 ordonnances qui sont tombées pour l'instant, donc 27 ordonnances sur tout sujet confondu, que ce soit effectivement les heures supplémentaires, les heures de la durée du travail, les congés qu'on peut affecter, etc., et y compris les sujets que va traiter Geoffroy. Et on a également ce matin un décret qui est tombé sur le chômage partiel, sur l'activité partielle, pour employer le terme exact, que je n'ai pas encore regardé en détail et sur lequel on reviendra a priori la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire que les textes tombent. Ils sont nombreux, ils ne sont pas très longs, mais ils nécessitent une analyse juridique un petit peu fine pour voir les hypothèses qui ont été traitées et les hypothèses qui n'ont pas été traitées. C'est d'autant plus important qu'au-delà de ça, on a vu beaucoup de choses dans les journaux sur les jours qui précédaient, notamment sur la possibilité d'imposer des CP, des RTT, tout ce qu'on veut, du compte épargne-temps, et que, au regard des ordonnances, les choses ne sont pas si simples que ça. Je ne vais prendre pour l'instant qu'un exemple, c'est que pour imposer des congés payés, il faut qu'on ait mis en place un accord d'entreprise qui permette de le faire. Donc, il va y avoir un certain nombre de textes sur lesquels l'employeur aura la main sans aucun dispositif ou sur lesquels il faudra mettre en place des dispositifs. Et c'est pourquoi, quand on s'en est entretenu hier, on a plutôt préféré faire un format court en termes d'intervention et vous laisser le temps des questions-réponses derrière et nous laisser le temps d'étudier les textes qui sortent tout au long de la semaine et refaire une vidéoconférence la semaine prochaine. Voilà. Moi, j'en ai terminé sur cette introduction et après, on aura une séance de questions-réponses, je crois, ce qui est prévu, Joe. Sur toutes les questions que vous pouvez vous poser, que ce soit sur l'activité partielle ou sur les autres sujets, on est à votre disposition. Super, merci. Geoffroy? Oui, bonjour, Geoffroy De Vries. Alors, 2 sujets et puis un commentaire plus général. 2 sujets, le report des loyers et les droits des sociétés, la tenue des assemblées générales.
Sur le report des loyers, donc il y a, je regarde pas forcément l'écran, je regarde pas forcément en parlant parce que je regarde mon ordinateur aussi pour lire ce que je vous dis. Il y a une première ordonnance donc du 25 mars relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz, d'électricité afférentes aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19. Cette ordonnance, ainsi qu'on l'avait exposé brièvement dès la semaine dernière, donc permet un report des loyers commerciaux, mais uniquement, malheureusement, dans certains cas, pour les petites entreprises qui sont affectées par l'épidémie. Hein. Et cette ordonnance doit être précisée également par décret. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments juridiques qui en permettent une analyse fine. Il est prévu que des précisions doivent être données par décret, mais en gros, ça concerne les entreprises qui ont moins de 10 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires qui ont un chiffre d'affaires en 2019 inférieur à 1 million et qui ont fait l'objet soit d'une fermeture par décision de l'administration, soit qui subissent une perte de chiffre d'affaires entre le 21 février et le 31 mars de moins 70% par rapport à la même période en 2019. Donc, c'est quand même assez limité le champ d'application de cette ordonnance. Et sans doute, les précisions devront être prévues par voie de décret. Deuxième ordonnance, en matière de droit des sociétés, il y a une, voire deux ordonnances qui concernent la tenue des assemblées générales. Vous savez que les assemblées générales d'approbation des comptes doivent se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, l'assemblée générale doit se tenir au plus tard le 30 juin. Et bien évidemment, si on est toujours en confinement ou même si on ne l'est plus, ou si jamais votre exercice est clôturé le 31 octobre par exemple, ou le 31 septembre par exemple, il peut être difficile, voire impossible, ou difficile en juin de tenir une assemblée générale, a fortiori pour les assemblées générales de sociétés cotées sur un marché réglementé ou un marché non réglementé. Et donc, les ordonnances prévoient la possibilité de les tenir soit dans un délai ultérieur, jusqu'à sans doute fin décembre, c'est à vérifier, tenir par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication, alors même que ce ne serait pas prévu dans les statuts. Il y a un ensemble de conditions qui est prévu par l'ordonnance, qui date du 25 mars également, et qui doit être précisé par voie de décret. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, au moment présent, c'est que si vous estimez être dans la difficulté ou l'impossibilité de tenir en bonne et due forme une assemblée générale dans la période impartie par le droit commercial, le droit des sociétés, alors intéressez-vous à la question pour savoir si vous rentrez dans les clous pour pouvoir bénéficier donc des assouplissements prévus par l'ordonnance, et on pourra, à l'occasion d'une prochaine réunion téléphonique, et une fois une analyse plus fine faite de ces ordonnances, vous donner davantage de précisions. Voilà, commentaire peut-être plus général sur, et j'ai échangé avec Joe là-dessus hier, sur ce point, il faut distinguer dans le cadre de ce confinement et des mesures qui sont prises, la parole politique, le droit, la réalité juridique telle qu'elle résulte de ces ordonnances, des différents décrets, des lois qui ont été adoptées le 23 mars, et sans doute il y en aura d'autres, et la réalité économique. La parole politique, c'est l'État aidera les entreprises de France, quoi qu'il en coûte, d'après le président de la République. La réalité juridique, ce sont ces ordonnances, c'est les décrets, c'est les arrêtés qui forcément limitent aussi. Hein, parce que, bon, on aide, mais on est à court d'argent et l'État ne peut pas tout faire. Et la réalité économique, c'est que malheureusement, on va tous plus ou moins en souffrir, certains plus que d'autres.
Et ce qu'il faut, c'est s'adapter avec les mesures qui sont proposées soit par l'État, soit par les partenaires comme la BPI ou par Melsion, soit par soi-même. Mais malheureusement, les pertes de chiffre d'affaires pour les uns et pour les autres ne seront pas remboursées par l'État. Il ne faut pas y compter. Donc, c'est à chacun de nous de s'y adapter avec les éléments qui nous sont donnés et qui nous sont proposés par le gouvernement, mais dans une certaine limite, malheureusement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à prendre en compte, mais il faut avant tout compter sur soi et sur ses proches. Merci Geoffroy. En fait, voilà. Merci Geoffroy pour développer un peu sur ce thème-là. Effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises et où beaucoup d'organismes en fait sont supposés vous faciliter la tâche, vous aider et vous apporter éventuellement des ressources ou des allègements de paiement. Sauf que ces mêmes organismes se sont aussi… Une des préoccupations maintenant, c'est comment limiter les abus en recadrant un peu la volonté d'aider, mais que ça ne soit pas pris par les plus malins ou les plus malhonnêtes, mais pour ceux qui en ont le plus besoin, d'où le changement de certains critères et l'apparition de nouvelles contraintes. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition. Merci Geoffroy pour Hanan, si tu peux nous donner un peu dans le contexte, notamment du travail partiel et ce qui concerne les dirigeants mandataires sociaux TNS et sur les questions de façon générale, pourquoi on a des lenteurs et des refus ou des réponses pas comme on attendait. Juste un petit point avant qu'Anan n'intervienne pour que tout le monde comprenne bien la difficulté de l'exercice qu'on demande à nos amis avocats. Donc hier, ils ont publié 25 ordonnances. Sur l'ensemble de l'année 2019, il y en avait eu 56. Donc, ils ont fait en une journée la moitié de la production annuelle d'ordonnances. Donc, on va leur laisser un petit peu de temps pour digérer tout ça et pour nous en faire une synthèse. Merci encore. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, effectivement. Alors, moi, effectivement, je suis chargée aujourd'hui de vous parler des parents pauvres de cette avalanche de réformes, c'est les mandataires sociaux. Que je sais pas, on n'en a pas parlé dans la presse, on n'en a pas parlé encore dans les travaux divers et variés du gouvernement et du législateur. Donc les mandataires sociaux, c'est grosso modo les gérants de SARL ou le président de SAS, c'est les cas qui sont les plus fréquents. Et effectivement, on a… Et Dieu sait que c'est ce qui intéresse une grande partie de tous ceux qui sont là. Hein. Et effectivement, on a eu beaucoup de questions là-dessus, Anand. Effectivement, je crois que dans l'auditoire, on est pas mal de mandataires sociaux. Donc, ce qu'on a fait au cabinet, nous, c'est on pourrait y voir un peu plus clair parce qu'il y avait beaucoup de mesures sociales et selon les statuts, on ne savait plus trop ce qui était prévu, ce qui était ouvert aux uns et aux autres. Donc, on a mis, alors que je vais essayer de partager avec vous. Ah non, on t'a perdu depuis 4-5 secondes. Ah, pourtant, je vous entends. Alors, oui, vas-y, c'est redevenu normal. On t'écoute. Donc, je reviens en plein écran et je vais essayer de partager avec vous le fameux tableau qui est ici. Voilà, on a essayé de… Voilà, vous pourrez en prendre connaissance après, mais grosso modo, chaque mesure selon les statuts, donc auto-entrepreneur, indépendant au sens entrepreneur, profession libérale, parce qu'on a eu des grosses surprises la semaine dernière, par exemple, au niveau des indemnités journalières des parents qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans. On a eu la Sécurité sociale qui nous a indiqué que pour les professions libérales, ce n'était pas ouvert. Donc, avocat, expert comptable, coach, voilà, toutes les professions libérales sont exclues. Les seuls sont les professionnels de santé. Alors, peut-être que nous sommes plus riches, peut-être que dans l'inconscient collectif, les professions libérales n'ont pas de soucis. Donc, voilà. C'est, comme chacun sait. Voilà, pour le moment, on est exclus.
Au niveau des dirigeants, pour en revenir aux dirigeants, aujourd'hui, on n'a pas de texte qui prévoit expressément qu'il y a des aides pour les dirigeants. On a une petite indication sur le fonds de solidarité dans le cadre des ordonnances qui ont été publiées hier, puisque l'aide financière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il est question d'une aide financière par entrepreneur de 1 500 € dans des conditions qui restent à préciser, mais grosso modo, seraient concernées les entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%. Et la référence, c'est mars 2019 par rapport à mars 2020. Cette aide financière, aujourd'hui, on sait qu'elle est ouverte aux TPE, aux très petites entreprises, aux indépendants et aux micro-entrepreneurs. On a eu une petite indication hier sur le fait que l'aide financière serait ouverte aux personnes physiques, mais également aux personnes morales. Ce qui nous donne un bon espoir que les mandataires sociaux puissent également demander cette aide financière qui, aujourd'hui, serait de 1 500 €, voire, ce qui a été annoncé, mais encore une fois, on n'a pas de texte, de 2 000 € pour les sociétés qui risqueraient la faillite. Voilà. Au niveau du chômage partiel, on n'aura rien pour les mandataires sociaux puisque le chômage partiel impose l'existence d'un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas du gérant de SARL et ce qui n'est pas non plus le cas du président de SAS qui n'est qu'assimilé salarié mais qui n'est pas salarié. Voilà. Et puis ensuite, sur les reports de cotisation, la mesure est assez générale. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans le tableau du vert pour tous les statuts existants en l'état actuel. Voilà, et je suis à votre disposition aussi pour le question-réponse qui va suivre. Une question, c'est bien par mois. Oui, alors, ce sera par mois. Et ce qui a été annoncé dans l'ordonnance, c'est que la durée va être de 3 mois. Donc, on serait concerné sur mars, avril et mai. Bon, ben super, c'est clair, dire qu'on n'en sait pas grand-chose et qu'on n'a pas de certitude pour l'instant, voilà. Mais dès qu'on en a, si on en a la semaine prochaine, on reviendra avec un update. Justement, ma préconisation, c'est… alors, je me permets la petite comparaison, c'est voilà, si on ne joue pas à la loterie, on ne risque pas de gagner. Même si on est dans l'incertitude, moi, j'aurais tendance pour les entreprises, enfin les mandataires sociaux qui seraient concernés par ces conditions-là, donc fermeture administrative baisse de charge de l'année dernière, de faire la demande. Il y a un formulaire qui existe. Je ne sais pas, Eugénie, s'il est sur le Google Drive. En tout cas, on pourra vous le mettre. C'est de faire la demande et de faire une petite lettre d'accompagnement où vous expliquez votre situation. Soit on vous dira c'est pas ouvert, soit vous en bénéficierez. Mais je pense qu'il faut faire la démarche. C'était un des premiers webinaires, je crois, de Melchion où il était dit attention, les dirigeants ne doivent pas oublier de se rémunérer. Donc n'oubliez pas non plus de demander aussi des aides pour vous en tant que mandataires sociaux. Alors, deux petites choses. D'abord, le document qu'Anan vous a montré est disponible sur le Drive qu'on a mis sur le répertoire qu'on a mis en lecture pour tout le monde. Je vois que Saba a envoyé un lien vers une analyse qui a été faite par Francis Lefebvre sur le sujet. Jenny va le mettre aussi sur le Drive. Et voilà. Après, des questions que je vois. Prix de fermeture. Est-ce qu'on pourrait faire… J'ai une question générale en attendant de défricher les questions là. Souvent, les dirigeants rémunérés en TMS, en fait, sont pas forcément rémunérés à un montant mensuel régulier.
mais surtout leur chiffre d'affaires, quand on parle de comparer le chiffre d'affaires de mars 2020 à mars 2019, il y a beaucoup d'indépendants qui fonctionnent par projet, sur des forfaits, sur des missions, et d'où la facturation n'est pas ni au jour ni à la semaine, mais une fois de temps en temps pour des gros montants. Est-ce que juridiquement, il y a une règle ou une façon de le calculer qui est déjà connue, utilisée, comme un prorata du chiffre d'affaires annuel, par exemple? Est-ce que ça tient, ça a du sens? Ou il faut attendre la fin d'année pour le faire? Ou ceux qui ne facturent pas tous les mois des montants démontrables ne pourront pas avoir recours? À l'aide financière, tu veux dire, Joe? On déclare le chiffre d'affaires, la perte de 70% du chiffre d'affaires, ça fluctue tellement à l'année pour certains que c'est difficile de comparer un mois à un autre mois. Alors, on raisonne en chiffre d'affaires de la société, hein, pas de la rémunération qui est versée. Je vois bien, je dis juste qu'il y a beaucoup d'indépendants qui vont facturer une mission à la fin de la mission. Elle doit pu durer 3 mois et ils n'ont pas forcément une facture qui est sortie toutes les semaines ou tous les mois pour une mission. Ils vont avoir quelques factures par an Oui. qui vont couvrir l'activité annuelle et ça va être difficile de comparer un mois à un autre mois pour certains. Je ne sais pas si… Oui. Alors, oui, c'est une vraie difficulté. Effectivement, pour le moment, ce qu'on a comme information, c'est que c'est vraiment de date à date, de mois à mois. Est-ce qu'on aura… Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on attend aussi des décrets, un décret, parce que évidemment, le législateur renvoie la balle à l'ordonnance, qui renvoie la balle à un décret. Donc, on n'a pas les conditions. Aujourd'hui, les conditions dont je vous ai parlé, elles sont fixées, elles ont été fixées par l'administration, mais ça risque de changer dans le décret. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une comparaison vraiment mensuel au mensuel. Et effectivement, tout le monde ne va pas rentrer dans le cadre. Et une des questions qu'on se pose aussi, c'est qu'il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui sont en comptabilité d'engagement. Donc, ce qui va compter, c'est le chiffre d'affaires facturé, alors qu'il y a des entreprises qui sont en comptabilité d'encaissement et ce qui va compter, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Donc, je pense qu'on aura des réponses dans les jours qui viennent. Mais pour le moment, malheureusement, on est sur une comparaison de mars à mars et on verra, peut-être que le fait d'avoir prolongé, enfin étendu l'aide financière à 3 mois va peut-être amener à préciser le point sur les éléments de référence de chiffre d'affaires. Super, merci beaucoup. Donc du coup, j'enclenche sur le partage des réponses aux questions qui ont déjà été posées. Et là, encore merci, c'est un travail collectif des avocats. Ce n'est pas nous qui avons apporté les réponses, c'est les 3 avocats présents qui se sont partagés un peu le travail en rédaction et relecture. Eugénie, est-ce que tu peux partager l'écran ? Juste une petite précision par rapport à ce que disait Anan, qui va réduire à peau de chagrin le nombre de personnes éligibles à cette aide, c'est qu'il faut que le résultat soit inférieur à 60 000 euros sur l'exercice clôturé. Sinon, il n'y a pas le droit à l'aide. Le résultat doit être inférieur à 60 000 euros. 60 000 euros. D'accord. Ok, donc aussi bon à savoir. Attends, c'est peut-être moi qui vais partager mon écran. Je vais vous montrer. Tu partages ou je partage? Je le fais moi-même. Hop. Parce que là, tout est prêt pour moi. Et petite question, Joe, où est-ce qu'on peut trouver, est-ce que tu peux envoyer le lien Google Drive pour avoir tout ça? Oui, j'ai mis Il sur a le été chat. partagé Voilà. par J. On est déjà dessus. Ok, Je ne sais pas merci, si vous alors. voyez mon écran. Oui, ça marche. Ça marche. Donc, vous avez vu, on a dû mettre quand même un disclaimer juste pour que, par, disons, souci et respect d'être correct à la fois déontologiquement et en matière d'engagement, on a essayé de répondre le plus spécifiquement, on va dire, en fonction du savoir actuel, à vos questions même spécifiques. Mais attention, on est dans le droit. Ne prenez pas ça forcément comme une référence qui va vous couvrir éventuellement. Ça, c'est des recommandations dans le contexte actuel pour ceux qui se posent des questions. Voilà la meilleure réponse qu'ils ont pu vous apporter à ce stade-là.
ce qui ne vous empêche pas pour les uns ou les autres, comme on a suggéré, de prendre contact éventuellement avec l'un des 3 avocats présents ici ou votre avocat si vous pensez vraiment que vous avez besoin de plus de détails, de documenter certaines choses, etc. Donc attention à ça. Donc ce qu'on a fait, c'est regrouper chaque question dans une fiche avec un titre qui va vous aider ou vous aiguiller pour voir à peu près ce qu'il y a dedans. Et dans chaque fiche, par exemple, hop, si je clique dessus, vous allez avoir à gauche la question. Est-ce qu'il est possible de mettre des stagiaires au chômage? Vous avez la réponse, parfois une référence à une circulaire. Et ça permet en fait assez rapidement de balayer l'ensemble des questions. Et éventuellement, certaines vont disparaître quand la réponse va devenir obsolète. Et pour les nouvelles questions, elles vont apparaître comme ça sous forme de fiches, ce qui permettrait aux uns aux autres de les voir d'une façon assez facile et pratique. Donc, si vous avez déjà soumis une question par écrit ou dans le chat, il est fort probable que la réponse soit déjà là. Donc, balayez les slides et vous allez peut-être la retrouver. Et pour la suite, eh bien, à vous les nouvelles questions. Alors, Joe? Oui. J'ai vu une petite question là sur le chat, malheureusement sur une confusion qui est faite au niveau des présidents de SAS. Attends, Lila. Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Bon, les aléas du direct. Désolée. Pardon, je reprends. Une confusion sur le président de SAS donc il est assimilé salarié, il n'est pas salarié malheureusement, même s'il a un bulletin de salaire, il n'a pas de contrat de travail et donc il ne bénéficie pas du chômage partiel. Je sais que souvent les présidents de SAS pensent qu'ils sont salariés et malheureusement ce n'est pas le cas, ils sont simplement assimilés salariés. Est-ce que c'est aussi le cas pour les gérants minoritaires de SARL? Tout à fait. Ils sont assimilés salariés, ils n'ont pas de contrat de travail et donc pas de chômage partiel et de manière générale, ils ne sont pas éligibles au dispositif ouvert aux salariés. Même s'ils ont un bulletin de salaire, on est bien d'accord Même là-dessus. s'ils ont un bulletin de salaire. Encore une fois, c'est une simple assimilation. Ils ont un régime qui est similaire. Les seules choses auxquelles ils ne cotisent pas, c'est le Pôle emploi. Mais ils ne sont pas salariés. Je vois une autre question, je pense qu'on a déjà la réponse. Bien sûr qu'on n'a pas droit au chômage, entre guillemets, ou à la compensation pour le travail partiel si on est en télétravail. Sauf si le télétravail n'est pas à temps plein, qu'on peut le démontrer. C'est ça. C'est la partie où on ne travaille pas et on n'est pas contrôlé, parce que si on est contrôlé a posteriori, j'ai bien compris, on va être retoqué, même perdre l'ensemble des dédommagements qu'on a eu pour la totalité des salariés de l'entreprise, au cas où il y avait une erreur ou une triche sur un des salariés, sous votre contrôle. C'est le gros risque, avec un risque pénal de fausse déclaration aussi, donc c'est pas la peine de s'amuser avec ça. Mais le chômage partiel est incompatible avec le télétravail pendant la période des heures rémunérées au titre du chômage partiel. Si évidemment on est en mesure de justifier qu'on n'a que la moitié du temps de boulot affilé aux personnes et que le reste du temps ils sont au chômage partiel, c'est pas complètement incompatible. Après, il faudra en apporter la démonstration, c'est là toute la problématique, hein, de démontrer qu'effectivement on a de quoi alimenter pour un temps partiel. Alors, il y a deux autres questions. Comment le prouver? Ça va être la même démonstration pour tout ce qui est chômage partiel. Ça va être du cas par cas, démontrer le volume d'activité, le chiffre d'affaires, le temps de travail, etc. Moi, j'invite les gens peut-être à faire du déclaratif par leurs salariés pendant qu'ils sont en télétravail à la maison pour qu'ils déclarent le nombre d'heures qu'ils ont travaillé, peut-être. Avoir un tableau précis et déclaratif, peut-être que ce sera un instrument. Il
faudra voir, on va voir avec le temps comment ça se passe, mais effectivement, si le télétravail à plein temps est possible, il n'y a pas de chômage partiel. Si maintenant il n'est pas possible, on peut. Je vois qu'il y a une question aussi sur le forfait jour. Forfait jour, normalement, devrait être assoupli. Pour l'instant, on est sur une circulaire de 2013. Il faut que l'ensemble du service ou du département ou de l'activité, j'ai dû faire passer la circulaire, elle doit être dans le drive, Joe, de mémoire. Hein. Il faut que, c'est page 22 sur 38 de la circulaire, qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies, auquel cas les salariés en forfait jour ont aussi droit au chômage partiel. Ok. Il y a une question sur l'information obligatoire des salariés, le formalisme, le recommandé au domicile, la remise en main propre signature. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? Il n'est pas dit grand-chose là-dessus. Je pense qu'il est nécessaire d'en informer les salariés. Maintenant, quand ils sont tous en confinement chez eux, je pense que la remise en main propre n'est ni souhaitable ni saine pour l'état de santé de la population. Je pense qu'il y a des moments où il faut essayer d'être pragmatique. Je pense qu'un mail avec un accusé de réception, ça doit me suffire. Mais il faut exiger l'accusé de réception pour le coup. Un enregistrement sur une vidéoconférence, ça ira? Ça me va bien. Ça me paraît l'équivalent d'un remise en main propre. Ouais, il faut que ta vidéo enregistre aussi la photo du courrier que tu remets dans ces cas-là. Oui. Le partage d'écran. Ouais. Tac. Alors, Brice qui pose une question sur la mise en maladie annoncée il y a quelques jours. C'est quoi la question exacte, Brice, sur la mise en maladie? Brice, j'ai activé ton micro. Ah oui, alors attends. C'est bon. Vous m'entendez là? On t'entend. Ouais. A priori, il avait été annoncé que le personnel donc, qui devait rester chez soi pour garder ses enfants pouvait être, entre guillemets, mis en maladie. Donc, je ne sais pas si c'était une annonce effectivement politique ou si ça s'est transformé légalement. Alors, faudra qu'Anan confirme parce qu'on n'a pas tous les mêmes visions des choses. La mise en maladie, elle suppose un certain nombre de conditions. D'accord? Elle en suppose au moins deux. La première, c'est que l'établissement soit fermé. La deuxième, c'est que le conjoint ou l'autre personne dans la famille ne soit pas en état de garder l'enfant. Et la troisième, c'est que le télétravail ne soit pas possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cas de mise en maladie se réduisent à peau de chagrin. Parce qu'à mon sens, s'il y a une seule des deux personnes du couple qui est en télétravail, je pense qu'on n'a plus recours à cet arrêt maladie, puisque l'arrêt maladie il suppose que le conjoint qui va s'occuper de garder l'enfant ne puisse pas être en télétravail. Donc, dès lors qu'il y en a un des deux qui est confiné à la maison, je pense que cette solution d'arrêt maladie, elle risque d'être très, très risquée. Elle suppose quand même qu'on établisse un certain nombre de documents, des attestations sur l'honneur du conjoint disant qu'il est obligé d'aller travailler et qu'il n'a pas demandé le bénéfice de cette disposition. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un et qu'il n'y ait aucun télétravail à la maison. Ça me paraît aujourd'hui un cas extrêmement exceptionnel par rapport à la population. Et moi, j'ajouterais deux choses au propos de Pierre. Premièrement, petit à petit, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est chez lui. Pardon. Il y a eu un petit délai, maintenant c'est revenu. Anan, à toi. On ne t'entend pas. Oui, pardon. J'ajouterais deux choses par rapport au propos de Pierre. C'est premièrement, il n'y a pas de mise en maladie, c'est aux salariés de demander l'arrêt de travail, hein, donc on ne peut pas lui imposer. Et deuxièmement, les conditions d'indemnisation ne sont pas les mêmes.
Et il est parfois plus favorable pour un salarié d'être en activité partielle que d'être en arrêt maladie. Ça va dépendre de la convention collective, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Donc, je rejoins complètement Pierre. À mon avis, les hypothèses vont être réduites à peau de chagrin parce qu'il y a beaucoup de cas où le deuxième conjoint peut, lui, faire du télétravail ou est en chômage partiel. Et par ailleurs, voilà, il ne faut pas l'imposer, c'est aux salariés de le demander et ensuite de s'assurer qu'on est dans les conditions et qu'il n'y aura pas de retocage après si les conditions n'étaient pas remplies. Bon, ben merci pour tout ça. Je vois qu'il y a encore quelques questions. On va essayer de les prendre et les traiter. En attendant, je voudrais juste faire un petit sondage pour ceux qui sont là. Est-ce que vous avez fait la demande de travail partiel et qui, pour ceux qui ont fait la demande, ont déjà un accord officiel? Donc, vous mettez +1 pour ceux qui ont déjà un retour, un accord pour le travail partiel. Alors, il y a une question par rapport à ce qu'on a mis en ligne. Nous, pour l'instant, on se base sur les textes existants. Donc, les textes existants, c'est 15 jours. Le gouvernement déclare depuis plusieurs jours, et c'était sur un document de la Directe qui était affiché, qu'en l'absence de réponse en 48 heures, c'était accepté. On va attendre de voir le décret, mais probablement que cette question est devenue obsolète. Un point important sur le chômage partiel, par contre, c'est faites attention au taux de paiement du salarié. Vous allez être payé sur 70%. Il y a des conventions collectives qui vous imposent alors, vous avez la possibilité de compléter, mais il y a aussi des conventions collectives qui vous imposent de compléter. C'est le cas aujourd'hui du Syntec, c'est le cas de la chimie. Il y en a une dizaine, je ne les connais pas toutes par cœur, mais vérifiez bien dans vos conventions collectives que vous n'avez pas une obligation de compléter au-delà de ce qui vous est versé par l'État. Très bien. Alors, merci juste encore, sur ce Pierre. sujet, C'est qu'on n'a pas beaucoup de confirmations officielles, ce qui est le cas. Du coup, la plupart d'entre vous sont en attente d'une réponse. Alors, il y a 2 cas de figure et je vais demander à donner une recommandation pour ceux qui sont dans le premier cas, c'est j'attends mes identifiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les délais sont longs. Et le deuxième, c'est j'ai déposé ma demande, mais j'attends les 48 heures. Donc, qui voudrait prendre la réponse à cette question qui est arrivée assez fréquemment? Merci, Anna. Allez. Alors justement, oui, sur le processus. Donc, effectivement, vous avez un délai d'attente pour obtenir vos codes de connexion. Entre la semaine dernière et le début de semaine, on était plutôt à 4-5 jours d'attente entre la demande de code et les identifiants. Et ensuite, vous devez attendre un email qui s'appelle habilitation pour pouvoir demander de faire la demande concrètement. Ce qui fait que même quand vous avez vos codes, en fait, quand vous vous connectez, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut attendre encore à peu près 24 heures. Ensuite, effectivement, ce qui est prévu, c'est 15 jours. Ils ont 15 jours à compter de la demande, pas à compter de l'envoi des codes ou en tout cas de la demande des codes. Donc, à compter du moment où vous avez déposé la demande d'activité partielle, ils ont 15 jours de délai et à défaut de réponse, leur silence vaut acceptation. Aujourd'hui, le délai de 48 heures, c'est un délai officieux, encore une fois, effet d'annonce du gouvernement. Voilà, politique, très bien. Les retours de terrain, parce que nous, on a quelques dossiers qui ont été acceptés, même si majoritairement, la Directe a reçu des instructions assez claires d'être extrêmement sévère dans l'instruction des dossiers. Il ne suffit pas de cocher la case coronavirus. Les dossiers qui ont été acceptés, c'est des dossiers dans lesquels les gens ont raconté une histoire. Ils ont transmis une lettre d'accompagnement où ils ont raconté l'historique de leur société, leur activité, quels étaient les secteurs qui étaient les branches d'activité, s'il y en a plusieurs qui étaient impactés et pourquoi ils faisaient la demande. Donc, moi, ce que je conseille à tous mes clients, c'est peut-être avec vos conseils, experts comptables et avocats, et de bien préparer votre dossier et d'y annexer un maximum de pièces justificatives. Voilà un petit peu la recommandation
terrain et les dossiers les entreprises qui ont pris la peine de faire ce travail-là ont eu des acceptations. Anan, juste un retour sur ce sujet-là. Il semblerait qu'aujourd'hui sur le site, ils sont tellement débordés qu'ils n'acceptent plus les pièces jointes. Et donc, il y a une petite case où il faut raconter l'histoire qui doit faire une dizaine de lignes maximum. C'est cette case qui doit être travaillée au maximum, de telle sorte qu'après, dans le cours de l'instruction, ils demanderont ou ils ne demanderont pas les pièces jointes. Mais aujourd'hui, déjà, je crois qu'il n'y a plus possibilité de joindre les pièces. Tu as un petit message te disant que la jonction de documents est foutue. Voilà, hein, pour information à tout le monde. Oui, alors on peut aussi leur envoyer par courrier postal. En tout cas, moi, mon propos, c'est même si vous avez un refus, ne vous découragez pas. Voilà, il faut juste reprendre un peu d'énergie, le faire avec votre conseil habituel et réessayer, et essayer à nouveau voilà. C'est pas parce qu'on a un refus qu'on ne peut pas refaire de demande, mais voilà, prendre 48 heures pour bien préparer. Et plus ce sera étayé, plus vous augmentez vos chances de l'obtenir. Alors, je voyais une question techniquement. Donc là, on va arriver sur la fin du mois. Il va falloir faire les salaires. Donc, qu'est-ce qui est envoyé comme salaire si on admet qu'on est dans une convention collective où on n'a pas de complément obligatoire à faire, on doit envoyer les 84%, où on doit attendre d'avoir l'accord et envoyer les 100 et essayer de les récupérer après derrière. Qu'est-ce qui est la pratique? Qu'est-ce que vous recommandez de faire? D'attendre. D'attendre pour payer les salaires. Attends. On est aujourd'hui le 26. On nous a promis un certain nombre d'informations. On a un décret qui est tombé ce matin. Probablement qu'on va avoir une information officielle sur les 48 heures dans les 24 ou dans les 48 heures qui viennent, ce qui va régler le problème. Si on ne l'a pas, j'aurais moi plutôt tendance à considérer que le chômage partiel est accepté sur les bulletins de paye et puis à faire une régule derrière, le cas échéant. Mais voilà. Hein. D'accord. Donc on est bien d'accord hein, que le principe, c'est l'entreprise envoie les salaires et après, éventuellement, reçoit probablement en 2 temps. Dans un premier temps, si j'ai bien compris, ce qu'on va recevoir, c'est ce qui était calculé avant. Et dans un deuxième temps, l'administration va mettre à niveau par rapport à ce qui a été prévu avec les 4,5 du SMIC, etc. Avec 2 deltas. Le premier, c'est que tu as quand même une incidence sur l'établissement de ton bulletin de paye parce que ton bulletin de paye va devoir mentionner une allocation de chômage partiel, d'activité partielle en l'occurrence, puisque celle-ci n'est pas soumise à charge sociale en dehors de la CSG et CRDS, ce qui permet en versant 70 du brut d'avoir 84. Donc ce ne sera pas le même traitement, c'est à valider avec votre expert comptable. Le deuxième delta, c'est que effectivement, si ta convention collective t'impose de verser plus, l'État ne versera pas plus, mais la ligne supplémentaire, elle sera soumise à cotisation. Dans le Syntec, par exemple, ça dépend de la rémunération. En dessous de 2 000 €, tu dois maintenir à hauteur de 95%. Et en dessous, il me semble que tu as une ligne à 75, une à 80. Enfin, c'est à vérifier tout ça, mais voilà. Donc, globalement, si tu prends la position de dire « je n'ai pas encore ma réponse, je mets quand même le chômage partiel », tu devras faire une ligne à part qui ne sera pas soumise à charge sociale comme les autres lignes. Il y a une problématique de présentation quand même qui se présente dès la fin du mois. Et on parle des charges sociales salariales ou les deux? Les deux. Il n'y a pas de charge sociale sur chômage partiel. D'accord. OK. Bon. Good. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question sur les apprentis. Oui, je pense qu'il y a déjà une slide de réponse là-dessus, mais… Mais oui, donc les apprentis étant Pierre, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais les apprentis étant en contrat de travail, ils sont éligibles au chômage partiel. Absolument. Avec un calcul qui est différent, c'est-à-dire que le calcul, il est proportionnel, en tout cas dans la circulaire de 2012-2013 qui règle aujourd'hui
la situation, c'est en proportion de la proportion du SMIC qu'ils perçoivent, puisque ils n'ont pas forcément le montant du SMIC. Et ça, c'était quand on avait un versement d'un montant fixe par heure travaillée. Ça devrait changer aussi. Alors, il y a le délai de 2 jours qui revient. Ce qu'on a dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas forcément là, c'est que c'est un délai aujourd'hui qui apparaît sur le site effectivement, mais qui n'engage pas la directe. Donc, s'ils sont à la bourre, ils n'hésiteront pas à opposer que le délai était indicatif ou en tout cas n'était pas réglementaire. Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est que ce qui est écrit dans les textes, c'est 15 jours. 15 jours en l'absence de réponse, la demande est réputée acceptée. Est-ce qu'il y aura un cas spécifique pour les retenues à la source sur les payes? Est-ce que sur l'impôt sur le revenu, on ne m'a pas posé cette question en fait, je viens juste d'y penser moi-même, mais du coup, est-ce que c'est une question? Alors, Je pense qu'on peut en faire la demande. Autant pour les taxes comme la TVA, il n'y a pas de report possible. Mais pour l'IR, je pense qu'on peut en faire la demande. J'imagine qu'on est comme d'habitude un collecteur et donc cet argent ne nous appartient pas et donc il faut l'envoyer sans délai, tout comme la TVA et comme les charges salariales. oui, Dans la logique de l'État. Oui. Les seuls pour lesquels l'acompte de retenue à la source peut être reporté, pour le coup, c'est les indépendants. Mais pour les salariés, la retenue à la source est maintenue pour le moment. Ça fait du La robot, qualité mais de connexion n'était pas c'était très maintenu pour le bonne. moment. Voilà, on a compris qu'on ne peut pas reporter la retenue à la source pour les salariés, que pour les indépendants. Moi, j'ai adoré la dernière question de Fabien Cambournac. Je n'ai pas de réponse. La question est beaucoup plus profonde en fait que ça, parce qu'il s'agit de prolonger les périodes, de signer les documents, mais il s'agit aussi des procédures disciplinaires qui sont en cours. Je n'ai pas vu aujourd'hui dans les ordonnances de prolongation des délais pour notifier dans le délai d'un mois un licenciement, par exemple, sur une faute grave, sur une procédure qui aurait démarré. Aujourd'hui, c'est plutôt le système D. Alors moi, j'ai eu dans mon réseau d'avocats en droit social la question hier. On a dit, on fait tout ce qui est possible. Alors il y en a qui ont dit on fait par email, d'autres qui ont fait en remise en main propre. Et j'ai ajouté que pourquoi pas du DHL, de l'UPS et de l'huissier. Grosso modo, on est en période d'urgence. L'idée, c'est de se mettre en mesure de démontrer qu'on a fait le nécessaire et que la personne l'a bien reçu. Alors, tous les moyens sont bien entendu envisageables. Si vous trouvez un huissier qui accepte de remettre une lettre de licenciement, c'est parfait. Ça aura peut-être un petit parfum vexatoire, mais ça vous permettra d'assurer que ça a bien été reçu. Mais aujourd'hui, alors après la signature des documents peut, à mon sens, se faire par mail avec des mails échangés. Et puis, il faudra régulariser ça en période post-confinement. Benjamin avait une question. Bon, je pense qu'on a la place pour une question. Si c'est celle de Benjamin, on va essayer de… Alors, juste d'abord une remarque, j'ai mis dans le chat, il y a un moyen peut-être de se connecter en fait sur le site qui est d'utiliser le dispositif SILAE, des dispositifs des contrats aidés. Je vous ai mis un peu le mode opératoire pour y arriver. C'est un de nos franchisés qui nous a proposé ça hier. Sur l'indemnisation du chômage partiel, parce qu'il y a pas mal de confusion entre ce qui est indemnisé auprès du salarié, enfin, ce que touche le salarié et la manière dont est indemnisé l'employeur. Il a été question à un moment donné que l'indemnisation du chômage partiel soit de 100% pour ceux qui sont au SMIC. Alors du coup, moi, j'aimerais savoir, en fait, concrètement, si on est droit du travail, pas de convention, pas de disposition conventionnelle sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on indemnisait? Est-ce qu'aujourd'hui, un salarié qui est au SMIC est indemnisé bien à 84% de son net, ou est-ce que c'est 100%? Et à quelle hauteur est indemnisé l'employeur? Je ne sais pas si ma question est claire.
Alors, oui, effectivement, il y a deux choses. Il y a ce que touche le salarié par l'employeur et ce que va recevoir l'employeur par l'État. C'est ça. Aujourd'hui, le salarié, il touche, s'il est au SMIC, il touche 100% de sa rémunération. Ça, c'est acté, donc. Ça, c'est acté. S'il n'est pas au SMIC, il est au-dessus du SMIC et jusqu'à 4,5 fois le SMIC, il touche 84% de son net, à peu près. Hein. D'accord. Ouais. Ensuite, on est beaucoup plus précis, c'est 70%, parce qu'après, ça dépend de ce qui est décompté sur le brut. Donc ça, c'est ce que touche le salarié. Ensuite, ce qui est acté aujourd'hui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce, Ouais. et le président avait dit que les entreprises seraient intégralement remboursées, c'est 7,74 par heure travaillée. Quel que soit le Oui, salaire. quel que soit le salarié, exactement. Et sur ça, on a mis une note aussi dans le Google Drive qui reprend bien cette distinction entre ce qui vous sera remboursé et ce qui sera payé ce qui devra être payé aux salariés. Oui, donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'indemnisation à 100% de l'employeur. Non, Parce que c'est ce qui avait été communiqué dans pas mal d'articles de presse, et puis par Radio Papote, il y a eu quand même beaucoup d'informations là-dessus. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, ça ne s'est pas du tout acté. Et tout à fait. Et ça fait 10 jours qu'on attend de voir ce qui va sortir dans les textes par rapport à ces annonces. Et pour le moment, les taux et les montants n'ont pas bougé. Ouais. Et il va se poser une vraie question pour les cadres. C'est pas une paille. Hein. Non, c'est pas une paille. Allez-y, Pierre. Il semblerait qu'il y ait un décret qui est tombé ce matin et que le minimum soit à 8,03. Donc 8,03 avec pas de charge sociale, ça devrait permettre un quasi maintien du SMIC. Par contre, pour les autres, il est sûr que pour les salariés, on est sur une base de 70% avec un net un peu plus élevé. Voilà, donc effectivement, ça coûtera a priori rien à l'entreprise. Collective impose d'aller au-delà de ce que verse l'État, mais le salarié, il n'aura pas un maintien de sa rémunération, ça c'est clair. Sauf si l'entreprise, alors, elle peut y être obligée, deux, elle peut le vouloir, c'est-à-dire qu'elle peut dire, bon, ben, moi, dans ces temps de crise, je participe à l'aide de mes salariés ou au niveau de vie de mes salariés et les 16% qui manquent, je les paye. J'ai vu dans le chat que quelqu'un avait vu qu'il n'y aurait pas de charge sociale. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu pour l'instant. Il n'y a aucun texte qui vous dira qu'il n'y a pas de charge, qui vous dit pour l'instant qu'il n'y a pas de charge sociale sur le complément versé par l'employeur. Vous dites que ça ne coûte rien à l'entreprise. Et donc, pour le SMIC, juste pour les salariés au SMIC, parce que pour ceux qui sont au-delà, ça coûtera. Les entreprises ne sont pas indemnisées à 100%. Avec 8 euros. Non, pour ceux qui sont au-delà, ça coûte si la convention collective vous oblige à aller au-dessus ou si vous souhaitez aller au-dessus. Vous n'avez pas l'obligation de maintenir le salaire de vos salariés pendant la période d'activité partielle. Non, mais en revanche, si je paye à 84% le salaire et que je suis indemnisé à 8, ça ne comble pas, ça ne fait pas 100% de la rémunération que j'ai versée à mes salariés. C'est ce que disait Anan tout à l'heure. Ou alors, je n'ai pas compris. Pour moi, effectivement, vous allez être indemnisé à hauteur de 70% de la rémunération du calcul d'assiette. Mais c'est sous réserve de l'analyse du décret qui est tombé ce matin. D'accord. Du coup, on aura plus d'informations la semaine prochaine, c'est ça C'est comme pour tout, les textes tombent tous les jours et on aura effectivement plus d'informations la semaine prochaine. D'accord, ok. Et sur le drive, on publiera au fur et à mesure ce que nous enverront Pierre, Anan, Geoffroy et les autres. Voilà, exactement. Dès qu'on a une analyse comme le tableau récapitulatif qu'on a eu sur les indépendants, on va essayer d'avoir d'abord une synthèse avant d'organiser au moment le plus opportun, on va dire, le moment où on aura le maximum d'informations pratiques et utiles. On vous préviendra la veille ou peut-être l'avant-veille, hein, mais on va faire au plus vite à partir du moment qu'on est prêt. Entre-temps, un petit rappel, si vous avez des questions, ou vous les envoyez à votre contact chez Melsion, ou vous les envoyez à Eugénie, qui va mettre son email pour vous. Donc, on essaye autant que possible de regrouper, de traiter les questions. Même si vous avez des questions très spécifiques, on va dire, posez-les, mais c'est pas sûr qu'on puisse traiter des cas très, très particuliers pour chacun, parce que ça fait effectivement beaucoup de boulot.
2, il n'y a pas souvent, il manque d'informations pour pouvoir vous répondre de façon pertinente. Mais on va essayer encore d'être là et de faire au mieux pour vous. Ouais, c'est Laurent, vous m'entendez? Oui, Laurent. Oui, juste pour répondre en fait, c'est moi qui mets sur le chat, c'est parce que c'est le document de l'ordre l'ordre des experts comptables, pardon, qui est sorti ce week-end et qui dit dans sa dernière page, 22 sur 22, il est sur le drive, hein. Selon l'administration, dans le cadre d'une majoration de l'indemnité d'activité partielle au bénéfice du salarié, le régime social exposé ci-dessus, c'est-à-dire l'absence de charges à part la CGT, resterait applicable à cette indemnité. Voilà. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent en tout cas. Donc attendons d'avoir un texte, mais jusqu'à présent, oui, bien quand sûr. vous complétez l'activité partielle, il y avait cotisation sociale sur le montant. Donc, on comprend, c'est Merci, vraiment de vraies préoccupations, mais dans la précipitation et l'échange de documents et les changements, il semblerait que vaut mieux se préparer en préparant de son côté, de votre côté, en fait, l'histoire à raconter, la contextualisation, etc. Et puis attendre qu'on ait validé dans les démarches et vous apporter des réponses précises après la relecture de ces ordonnances, quel est le cas qui s'applique à vous et qu'est-ce qu'il faut attendre. Donc, moi, ce que j'ai entendu en fait depuis les réunions d'hier qu'on fait avec les avocats, c'est qu'il faut patienter encore un peu, mais bien se préparer en interne pour comprendre quel est son cas de figure et savoir le documenter. Et la suite, vous allez faire les démarches, vous allez obtenir ce que vous attendez ou peut-être pas. Donc, ne comptez pas sur l'État pour vous sauver, mais faites les bonnes démarches en préparant bien vos dossiers et on essaiera de vous répondre le plus précisément quel est le cas de figure, à quoi vous avez droit ou pas. Alors, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, j'ai noté toutes les questions posées sur le chat sur un autre document qu'on transmettra aux avocats, donc ne vous inquiétez pas. Ah, on t'entend pas, Voilà, Je n'ai merci à plus tous. qu'à remercier tout le monde. Merci encore d'être là. Merci à ceux qui travaillent entre chacune de nos sessions. Et bon courage à tous. Et rappel, demain, on a encore une vidéoconférence, on l'appelle la générale, donc on va avoir plus de partage d'expérience. Ce n'est pas une thématique comme on a fait jusque-là sur des sujets ou d'autres. Et n'oubliez pas, si vous avez d'autres entrepreneurs que vous souhaitez inviter, ils sont tous bienvenus. Envoyez juste un mail à votre contact chez nous pour nous dire voilà qui j'invite. Au moins, on les reconnaîtra et on les rajoutera à nos listes d'invités pour la suite. Merci encore à tous et à demain. Merci beaucoup. Voilà, putain.